Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara vient d'organiser son 9e dîner gala au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Le but est de lever des fonds pour la construction d'une nouvelle aile de cardiologie pédiatrique à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Ce service permettra de soigner les enfants malades du cœur. La Côte d'Ivoire abrite la 18e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Cette 51e réunion a débuté aujourd'hui et prend fin le 5 mars prochain. Plusieurs sujets sont sur la table, entre autres la lutte contre le terrorisme. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, appelle à une synergie d'action. Et la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur au Salon international de l'agriculture à Paris. Une journée spéciale est consacrée à notre pays, OSIA 2024, qui referme ses portes demain. Avant cela, les visiteurs se bousculent au pavillon ivoirien pour s'imprégner des richesses agricoles. Les produits made in Côte d'Ivoire sont promus et vendus. Au Tchad, c'est officiel, le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, annonce sa candidature à la présidentielle du 6 mai prochain. Le dépôt des candidatures à la présidentielle est fixé du 6 au 15 mars 2024 et la campagne électorale démarre le 14 avril prochain. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ajoutez à notre rendez-vous culturel de samedi. Nous recevons ce soir un titan de la pensée, un architecte des mots, un écrivain, diplomate. Il s'agit de l'ambassadeur Maurice Okwaku-Bandama. Il a rejoint le Cercle des Immortels et il est désormais membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas, qui a 20 ans d'existence. Le diplomate représentera donc le domaine des lettres et sciences humaines au sein de l'Académie après Bernard Dadier, écrivain, polygraphique. Bandama, Maurice, offre depuis près de 4 décennies maintenant aux lecteurs une pluralité thématique, esthétique, linguistique qui ne se souvient pas de Une femme pour une médaille, Le fils de la femme mâle, L'état zéro ou La guerre des Gao. Mais que retenir du parcours de cet homme de lettres, aujourd'hui membre de l'ASCAD, qui est vraiment Maurice Okwaku-Bandama, cet écrivain, diplomate, gardien de l'héritage de Bernard Dadier. Il nous répondra tout de suite. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Marie-Laure. J'aime de dire encore Excellence. Oui, parce merci. que vous avez désormais plusieurs cordes à votre acte. Merci. Alors, vous faites partie désormais du Cercle des Immortels. Que signifie personnellement cette reconnaissance pour vous? De la reconnaissance pour mes pères qui m'ont admis dans ce cénacle et aussi de la responsabilité, surtout que je vais occuper le siège laissé vacant par le père des lettres ivoiriennes, Bernard Dadier. Donc, je réalise la responsabilité qui est la mienne d'apporter ma contribution à la réflexion et à la pensée qui sont au cœur de l'ASCAD. Reconnaissance, responsabilité. Vous imaginez déjà le travail qui vous attend. On en parle dans une trentaine de minutes. Vous restez pour le moment avec nous. On va voir ensemble ce 9e dîner gala organisé par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Et cette rencontre a eu lieu hier au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Le but est clair, lever des fonds pour la construction d'une nouvelle aile de cardiologie pédiatrique à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Ce service permettra de soigner les enfants malades du cœur, comme nous le rapporte Viviane Aimé. Moment de solidarité et de partage où les plus nantis donnent de leur avoir pour aider les plus démunis. C'est tout le sens des dîners de gala organisés par la Fondation humanitaire Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La 9e édition, organisée ce samedi 1er mars, a enregistré, comme les précédentes fois, une forte présence de personnalités de haut rang, au nombre desquelles le président de la République Alassane Ouattara, son époux, l'ex-président français Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, qui a gratifié l'assistance d'une belle interprétation en duo avec le chanteur Maître James. L'illustre présence également de la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Tshisekedi. D'ordinaire si grande, la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire paraissait étroite, tant les invités étaient nombreux pour apporter leur contribution à la Fondation Children of Africa dans son projet de réaliser un pavillon spécialisé
au sein de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, destiné aux opérations à cœur ouvert pour les enfants malades. Chers amis, chers donateurs, grâce à votre soutien indéfectible, nous avons pu réaliser de nombreux projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social qui ont eu une incidence positive et durable sur la vie de milliers d'enfants à travers le continent. En 26 ans, nous avons posé des actions majeures et mis en œuvre les principaux projets suivants. Le lycée de Cong, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, les 3 centres d'accueil pour enfants en détresse, le groupe scolaire d'excellence d'Abobo, la nouvelle case des enfants et le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences d'Adiaké. Dans le secteur de la santé, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est la réalisation phare de la Fondation. Ouvert en 2018, cet établissement sanitaire de référence internationale est à but non lucratif et permet d'offrir des soins de santé adéquats et à moindre coût aux populations. 25% des patients y sont pris en charge entièrement gratuitement. Si nous sommes ici ce soir, c'est en vue de lever des fonds pour la construction d'une nouvelle aile de chirurgie cardiaque à l'HME pour nos enfants malades du cœur. Cette nouvelle infrastructure spécialisée nous permettra de réaliser des opérations à cœur ouvert pour les enfants malades, notamment grâce à l'aide de la chaîne de l'espoir, notre partenaire à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. C'est un projet ambitieux, mais je suis convaincue que nous pouvons le réaliser ensemble. Je ne peux que vous encourager à soutenir cette noble cause qui permettra de donner la chance à des milliers d'enfants de grandir épanouis, heureux et en bonne santé. Ce 9e dîner de gala comptait cependant une ombre à son tableau, le décès l'avant-veille de la marraine et grande donatrice de la Fondation. À l'entame de mon propos, mes pensées vont à ma très chère amie, la princesse Ira de Fürstenberg, marraine de la Fondation, qui nous a quittés brutalement il y a quelques jours. Ira était mon amie depuis 30 ans, toujours disposée à aider les enfants d'Afrique et les plus démunis. Elle a constamment été présente pour moi, aussi bien dans les moments heureux que pendant les épreuves difficiles que nous avons traversées avec Alassane. Elle était la plus fidèle des amies. Ces dernières semaines, elle se réjouissait de venir à Abidjan pour participer à notre gala, un rendez-vous qu'elle n'a jamais manqué depuis la création de la Fondation. Je garderai d'elle nos moments de gaieté passés ensemble et les nombreux souvenirs agréables que nous avons partagés. Partie à jamais, cette grande mécène de la Fondation a offert à titre posthume sa dernière création d'art, une paire de vases en pierre de lapis lazuli, vendus aux enchères au cours de la soirée. De même, 4 autres objets d'art vendus aux enchères, dont un tableau réalisé par un grand artiste plasticien malien, Abdoulaye Konaté, et offert à la Fondation. Le maillot emblématique des éléphants de Côte d'Ivoire, signé par tous les joueurs. Un masque Yoré du centre de la Côte d'Ivoire, offert par un grand collectionneur ivoirien. Et un tableau de Ouattara Watts, célèbre peintre ivoirien aux États-Unis. La vente aux enchères de ces 5 objets d'art a permis à la Fondation de récolter près de 500 millions de francs, soit un demi-milliard de francs, auxquels s'ajoutent les gains engrangés par une tombola dotée de lots prestigieux, offerts également à la Fondation, notamment une voiture Toyota Corolla Cross, un collier serti de diamants, un billet d'avion classe affaires, ainsi que de nombreux autres lots. De nombreux artistes de renom ont également apporté leur contribution par leurs prestations gratuites. Fally Ipupa, Maître James, Dadju, Yemi Alade, José, Didi B, Magic System, Roselyne Layo, Tamsir et la team Peya. La soirée de gala placée sous le thème « We are Africa » a démontré une belle solidarité de tous pour la cause des plus démunis.
Et au lendemain de cette belle soirée, la Côte d'Ivoire, notre pays, a abrité la 18e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Cette 51e réunion a débuté donc aujourd'hui et samedi. Plusieurs sujets sont sur la table, entre autres la lutte contre le terrorisme. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, appelle à une synergie d'action, comme nous le dit Konaté Moussa. 51e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique UPC à Abidjan. Les délégations venues d'une cinquantaine de pays sont réunies pour débattre de diverses thématiques. Honorables parlementaires, chers collègues, mesdames et messieurs, les présentes assises nous permettront de traiter certains sujets d'intérêt commun pour notre Union, à savoir les questions relatives aux minorités musulmanes, aux droits de l'homme, aux droits de la femme et de la famille, à la redynamisation de l'association des secrétaires généraux des parlements membres de notre Union et surtout du comité spécial permanent des affaires palestiniennes au regard de l'urgence de la situation qui prévaut au Moyen-Orient. Ce sont autant de sujets qui seront abordés durant ces quelques jours de travaux afin de faire non seulement le bilan de nos actions sur certains points spécifiques, mais aussi et surtout de nous orienter vers l'avenir. Le terrorisme, l'extrémisme violent, les changements anticonstitutionnels, les conflits inter-États, autant de défis à relever pour les parlements membres de la coopération islamique. Le président Adama Bictogo appelle à une action collective afin de freiner ces fléaux qui constituent des obstacles à la stabilité des États. Face donc à ces défis qui nous interpellent tous, autant que nous sommes, et qui constituent une véritable pesanteur défavorable pour le développement harmonieux de nos États et de nos populations, nous avons, plus que jamais, besoin d'agir collectivement, conformément aux principes de solidarité et d'entraide entre États membres ayant en partage non seulement le droit humanitaire international et surtout la religion. Cette 51e réunion du comité exécutif de l'UPC s'inscrit dans le cadre de la 18e session de la conférence de l'Organisation parlementaire islamique. Changement climatique dans le monde, quelle riposte des pays membres de l'UPC? C'est le thème principal de ces assises d'Abidjan. Voilà, je vous convie à une autre réunion, celle des hommes, des médias, des ONG et des partenaires au développement. Ils sont en conclave à Assouinde, c'est dans le sud de Comoé. Ils affinent là-bas leurs idées pour l'élaboration du document de la politique nationale de la communication et des médias. Ce document devrait servir de boussole au gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de développement du secteur de la communication. Frédéric Gorebi, Issa Tchonayo. Après sa conférence budgétaire tenue, il y a de cela quelques jours, le ministère de la Communication définit sa nouvelle politique d'action pour les 5 prochaines années. Ce document cadre doit servir de boussole au gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de développement de la presse écrite, des médias audiovisuels, du numérique, ainsi que de la communication publicitaire. Mais bien avant la mise en œuvre de cette nouvelle politique, celle exécutée de 2018 à 2023 a été adoptée par acclamation. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, fait ici son inventaire. La PONACOM a permis d'élaborer tout un ensemble d'activités, d'actions qui puissent être donc aussi bien des actions opérationnelles que des réformes, c'est-à-dire donc des textes ou des modifications de textes à prendre pour rendre notre secteur beaucoup plus dynamique. Donc aujourd'hui, 5 ans après, on peut se féliciter de ce que environ 70% des actions et réformes aient été menées. L'un des points d'orgue de ce document cadre est la redevance audiovisuelle qui fait l'objet de beaucoup de spéculations. C'est l'État qui perçoit cette taxe-là donc, pour financer des activités de l'État. Il n'y a pas de raison qu'un privé puisse en bénéficier. Je ne vois pas, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pourquoi est-ce qu'on financerait beaucoup plus les
privés dans le secteur de la communication que les privés dans le secteur de l'industrie, par exemple. Il n'y a pas de raison véritablement. La politique nationale de la communication et des médias est un document cadre du ministère de la Communication permettant d'adresser les questions du secteur. Le ministre Adom Kakou-Léon est en mission à Genève. Il prend part à la 55e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur porte la voix de la Côte d'Ivoire à ses assises. Il a présenté les avancées du pays en faveur de la promotion des droits de l'homme. Michel Digri. Le ministre des Affaires étrangères à la tribune de la 55e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme. Léon Kakou-Adom, au perchoir du segment de haut niveau, a présenté les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de promotion des droits de l'homme. La promotion et la protection des droits de l'homme demeure une priorité pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et pour son administration qui poursuivent les réformes en vue de garantir le respect des droits humains à toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire, comme en témoigne la ratification en 2023 d'importants instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères s'est appesanti sur les efforts du gouvernement ivoirien pour porter assistance aux milliers de personnes qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire du fait de la menace djihadiste dans leur pays d'origine. La Côte d'Ivoire, qui a une longue et riche expérience en matière d'hospitalité, a pris des mesures idoines en vue de créer de meilleures conditions d'accueil, notamment en faveur des réfugiés et des populations de la sous-région ouest africaine qui fuient les situations d'instabilité et d'insécurité créées par des mouvements islamistes qui pullulent dans le Sahel, menaçant ainsi la stabilité sous-régionale. En marge des travaux, Adom Kakou-Léon a été reçu en audience par le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi. Malheureusement, la situation dans le Sahel, on la connaît, est fragile, est instable et nous avons échangé sur comment le HCR, la communauté internationale, peut aider le gouvernement, le peuple de la Côte d'Ivoire à maintenir cette générosité qui est la sienne, qui a toujours été la sienne. Nous avons aussi discuté de comment coordonner entre les pays côtiers qui sont tous un petit peu touchés par ce phénomène de pression migratoire qui vient notamment des pays du Sahel et on va continuer cette discussion dans les mois qui suivent. Adom Kakou-Léon a annoncé l'apport de la Côte d'Ivoire au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'un montant de 100 000 $ américains comme contribution volontaire de notre pays à la protection des droits de l'homme dans le monde. Et sur place ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, les acteurs de la gestion budgétaire sont en réflexion. Des recommandations sont faites pour hisser la Côte d'Ivoire parmi les modèles de transparence dans la gestion de l'argent public. Le reportage de Kadès Sogodogo. La Côte d'Ivoire, dans sa marche vers le développement, s'appuie sur des normes de gestion économique axées sur la transparence et la performance. Le pays ne lésine pas sur les moyens pour continuer le bon qualitatif. Pour cette année 2024, la Direction générale du budget et des finances, à l'issue de son conclave de Yamoussoukro, formule des recommandations dans ce sens. Il s'agit notamment de poursuivre le suivi régulier de l'évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire. De renforcer le suivi de l'exécution des crédits budgétaires des représentations nationales à l'étranger et des établissements publics nationaux à travers le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État. En 2023, le plan d'action stratégique PASS a été réalisé à 100%. Le programme d'activité est passé d'un taux de réalisation de 86,2% à 90,9%. Des notes satisfaisantes sont à relever dans plusieurs autres domaines. Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances, au nom du ministre des Finances et du Budget, encourage ses collaborateurs à continuer sur cette lancée. Je voudrais engager chacun de nous à mettre en œuvre ensemble
les objectifs que nous nous sommes fixés, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour vous adresser mes sincères félicitations pour votre sens du devoir, votre esprit d'équipe et vous exprimer mon entière satisfaction pour votre engagement et votre abnégation au travail tout le long de l'année 2023 et qui nous ont permis d'obtenir ces résultats encourageants. En guise de réponse, un standing ovation, comme pour dire au directeur général que le meilleur reste à venir. Et plus loin à Paris, il y a eu aussi des acclamations pour la Côte d'Ivoire, notre pays qui est bien représenté au Salon international de l'agriculture à Paris. Une journée justement été dédiée aux eaux et forêts. Le ministre Laurent Tchagba a présenté aux différents partenaires et investisseurs les opportunités et défis liés au secteur forestier, faunique et au secteur des ressources en eau. L'objectif est clair, mobiliser les partenaires autour des différents projets. Franck Adio, Traoré Zakaria sont nos envoyés spéciaux. Paris, Salon de l'agriculture 2024, après la journée du jeudi consacrée à la Côte d'Ivoire, le ministère dirigé par Laurent Tchagba mène la mission du développement des forêts, de la gestion des ressources en eau et de la protection de la faune. Cette conférence est le lieu d'ébaucher face aux partenaires multisectoriels la pertinence des projets du moment tel l'AGIR, émanation du nouveau code de l'eau, la traçabilité du bois vers l'Union européenne à travers l'accord FLECT, l'agroforesterie, sans oublier les différents programmes d'investissement. Pour ce qui concerne la forêt, il faut 616 milliards de francs CFA. 65% de ce financement doit provenir du secteur privé et 35% du secteur étatique. Donc, mais les 65%, il faut les avoir. Mais c'est pourquoi il faut venir, il faut inviter le secteur privé, il faut leur expliquer la stratégie, il faut leur démontrer qu'ils ont leur place. Dans un contexte mondial où les synergies convergent vers la sécurité alimentaire, thème débattu à Paris, les eaux et forêts ajustent aussi leur stratégie. La sécurité alimentaire ne peut pas se réaliser sans la maîtrise de l'eau. Nous pensons qu'il faille faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse maîtriser l'eau. Et c'est pourquoi, en tant que ministre des eaux et forêts, je met en place des dispositifs pour pouvoir maîtriser cette eau-là. Et Dieu merci, le gouvernement l'a compris. Le gouvernement a promulgué la loi. Si cette loi est mise en œuvre, l'eau sera maîtrisée, donc la sécurité alimentaire sera garantie. Politique d'aménagement des différentes ressources en eau et reconquête forestière, le plateau est aussi destiné aux investisseurs. L'agroforesterie est un élément et un moyen de la politique forestière qui est absolument clé. Et c'est pour notre projet quelque chose qui est central. Donc on va, comme d'autres initiatives en Côte d'Ivoire, utiliser cette opportunité d'agroforesterie pour pouvoir travailler. L'agroforesterie, point de jonction entre politique agricole et ressources en eau et forêt. Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, à charge aussi de la production vivrière, présent à délivrer un message rassurant aux partenaires de l'écosystème forestier et agricole ivoirien. L'engagement multiforme, une des clés manifestées par les autorités ivoiriennes lors de ce SIA 2024. Et on va rester au SIA, où la Côte d'Ivoire, notre pays, était à l'honneur. Une journée spéciale, justement, a été consacrée à la Côte d'Ivoire, ce SIA 2024, qui referme ses portes, je rappelle, ce dimanche 3 mars. Mais avant cela, les visiteurs, vous allez le voir, se sont bousculés au pavillon ivoirien pour s'imprégner des richesses agricoles. Les produits made in Côte d'Ivoire sont promus et vendus. Marie-Chantal Akanda, envoyée spéciale en France. C'est l'affluence. Il est difficile de se frayer un chemin au milieu de la foule dense de visiteurs au Salon international de l'agriculture 2024 à Paris. Cette journée est dédiée à la Côte d'Ivoire, une occasion pour le pays d'exposer ses ressources agricoles, forestières, animales et halieutiques, offrant ainsi une vitrine complète de son potentiel économique. Pour nous, c'est l'occasion de montrer au monde que la Côte d'Ivoire est véritablement un pays agricole et qu'à partir de son agriculture, elle a les moyens de se développer, de promouvoir son développement
et de permettre que les richesses soient engrangées au profit de ces populations. Ce qui concerne donc le coton, c'est de faire un clin d'œil aux investisseurs pour qu'on puisse passer vraiment à la seconde étape, faire la filature, transformer vraiment le coton sur place en Côte. De la culture à la gastronomie, en passant par l'agro-industrie et le secteur privé, tous les aspects ont été minutieusement explorés par les visiteurs. Nous sommes en train de déguster certaines choses et ça nous donne le courage aussi de partir aussi investir aussi dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. J'ai fait déjà le tour de tout et je suis arrivée tout à l'heure au moment du clou du spectacle. Donc j'ai assisté aux danses, aux chants, c'était magnifique. On vient seulement de rentrer, mais pour l'instant on a une bonne ambiance, on est bien content d'être là. On ne veut pas bouger d'ici. Pavillon ivoirien, composé de plusieurs stands, a attiré une foule enthousiaste, captée par une ambiance vibrante et authentique, fidèle à l'esprit ivoirien. Dans le cadre de nos projets, on s'intéresse un peu à l'agriculture en Côte d'Ivoire, vu en fait l'appel que le président de la République a lancé pour nous demander de retourner. Et nous, on s'est dit qu'avec la terre, on était bien partis. La mise en valeur de la Côte d'Ivoire a été particulièrement remarquable, démontrant son engagement pour le développement agricole. Vraiment venir sur le stand ici de la Côte d'Ivoire, dont on parle beaucoup dans les allées du salon, qui est représentatif de toutes les belles productions agricoles et agroalimentaires de Côte d'Ivoire. La France est très engagée avec vous en Côte d'Ivoire et ici en France pour valoriser les produits agricoles, transformer en Côte d'Ivoire le cacao. Les témoignages des participants et des visiteurs soulignent l'impact positif de cette journée et confirment la réussite de cet événement d'envergure internationale. Voilà, la Côte d'Ivoire qui rayonne donc à l'extérieur. Justement, on revient au pays. Le maire de la commune de Songon a tenu une réunion d'urgence cette semaine même avec les populations. Il leur a expliqué le processus des opérations de déguerpissement entreprises par le district autonome d'Abidjan et il leur a indiqué les mesures à prendre. Rally Diomondi. 24 heures après la rencontre avec le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, le maire de la commune de Songon vient rendre compte à ses administrés. Avec eux, Brou Alobwe passe en revue les informations relatives aux opérations de déguerpissement et d'assainissement. Il apporte des précisions sur les sites ciblés. Ce n'est pas toutes les zones qui seront déguerpies. Il y a des zones dont on a cité les noms qui ont eu une amélioration. Ces zones-là ne seront pas déguerpies. L'opération que le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan a initiée est pour préserver les vies humaines. Nous avons parlé des baraques qui prolifèrent, qui sont les nids des bandits. Nous avons parlé des lotissements anarchiques. Même si le cas du lotissement n'est pas approuvé, on vend le terrain. On passe aux transactions. Et tout ça, nous leur avons dit. Et c'est eux-mêmes qui nous ont dit que vraiment, il faudrait qu'on arrête tout ça. Pour les riverains, cette réunion aura permis de mieux cerner les contours et enjeux des actions menées par le district autonome d'Abidjan. Nous avons eu les bonnes informations. Nous avons sollicité, souhaité que le ministère de la Construction s'implique pour que tous ces lotissements qui sont en voie de réalisation au niveau de Songon soient faits de façon normale, correcte, dans le respect des règles de l'urbanisation, afin de permettre à toutes ces populations qui arrivent à Songon de trouver un cadre de vie agréable. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une action gouvernementale à laquelle nous devons nous solidariser et accompagner ce processus-là, ce processus de développement pour que ce processus puisse atteindre son but. Au terme de cette rencontre, les parties ont convenu de la mise en place d'une commission d'urgence. Elle permettra de répertorier les zones à risque dans la commune de Songon et d'anticiper sur les moyens d'indemnisation des personnes qui seront impactées. En marge de toutes ces actions, le ministre des Transports, Amadou Koné, et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies ont lancé la campagne mondiale pour la sécurité routière. Et selon les statistiques, le nombre annuel d'accidents mortels de la route dans le monde s'élève à plus d'1 million. L'Afrique
enregistre plus de 225 000 cas. Eh bien, pour le ministre Amadou Koné, il y a urgence. Il faut accentuer donc la sensibilisation pour la sécurité routière. Charles Tatou. Des hauts responsables du domaine de la sécurité routière sont arrivés d'Abidjan et de l'extérieur de la Côte d'Ivoire parce que la ville de Bouaké a été choisie pour abriter le lancement de la campagne mondiale de la sécurité routière des Nations Unies. Une occasion pour les spécialistes de ce domaine de dresser le bilan annuel des accidents mortels de la route dans le monde, en Afrique puis en Côte d'Ivoire. Pour le ministre des Transports, ce sont au total 1000 personnes tuées en 2022 par les 2 et 3 roues en Côte d'Ivoire, invitant toutes les forces vives à l'identification des causes de ces accidents. La mauvaise qualité ou l'absence d'équipement de sécurité, notamment les rétroviseurs et les casques. Voilà les raisons qui font que nous avons à peu près 1 millier de tués donc sur les routes et un tué tous les 2 jours, à peu près 150 tués chaque année dans une ville, dans une région comme la région de Bouaké. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, lui, se réjouit de l'engagement du gouvernement ivoirien quant à l'atteinte de l'objectif global, celui de diviser par 2 le nombre des victimes sur la route. Le pays est à féliciter en matière d'engagement et d'investissement en matière de sécurité routière. Les efforts déployés ces dernières années, sous le leadership du ministre Amadou Koné, sont à souligner. La vidéo-verbalisation au contrôle routier et celle de digitalisation dans les problèmes de délivrance des documents et titres de transport font de la Côte d'Ivoire une pionnière en matière de sécurité routière en Afrique. La campagne que nous lançons aujourd'hui est une plateforme pour notre action collective, une occasion de renverser la vapeur et de créer un monde où les routes unissent plutôt que divisent. Engageons-nous, comme l'ont fait de nombreuses personnalités influentes, dont Ousmane Dembélé, Naomi Campbell, Youssou N'Dour, Didier Grosba et tous les influenceurs qui sont là aujourd'hui, à Bouaké, qui ont la générosité d'utiliser leur influence en s'engageant pour cette cause à partager leurs conseils de sécurité et à stopper l'incivisme sur les routes. Une visite guidée des sites d'affichage et des panneaux de signalisation a ponctué la cérémonie. Après le sacre des éléphants, la récompense se poursuit pour les efforts fournis. La cérémonie de reconnaissance et de gratitude du COCAN dédiée aux partenaires et acteurs clés de la réussite de la CAN a eu lieu cette semaine. Le président du COCAN, François Albert Amichia, a félicité la RTI. Patricia Oumouitia. Les membres de 9 commissions techniques du COCAN et l'ensemble du personnel étaient présents à cette cérémonie de reconnaissance. Solidarité et disponibilité ont été les maîtres mots qui ont jalonné et consolidé leur mission au cours de la CAN 2023. C'est à tour de rôle que les membres des différentes commissions techniques du COCAN ont été présentés et félicités. Pour la commission programme des volontaires, c'est environ 10 000 volontaires qui ont été recrutés et formés. 2500 stadiers. 1051 du corps médical et puis le reste c'est des volontaires d'engagement. Le total faisait donc 10 000 que nous avons dû encadrer pendant plus de mois. Sur l'ensemble des sites, non seulement les stades mais les hôtels, les aéroports, les terrains d'entraînement, les fan zones, les villages d'Akwaba. Donc ça a été vraiment un grand déploiement. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, les organisateurs ont opté pour une billetterie hybride mixte numérique et physique. À la date d'aujourd'hui, vous prenez l'ensemble des stades. Il y a eu à peu près 90% de billets qui ont été achetés. Donc il y a eu à peu près 2 millions de billets vendus sur tous les stades de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avions demandé pardon à toute la Côte d'Ivoire, à tous les acteurs de football, à tous les habitants de ce pays et même de la sous-région. Ceux qui n'ont pas pu aller au stade pour avoir de billets. La prochaine fois, ce serait mieux. Voilà, et on a fait tout ce qu'on a pu pour que les billets qui ne sortaient pas sortent. Les stades, à un moment donné, étaient pleins. Et donc, ça veut dire que quelque part, on a pu régler les problèmes qu'il y avait. Et finalement, tout le monde a pu assister au match. Et le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire a gagné.
Un esprit d'équipe chaleureusement salué par le président du COCAN qui a affirmé que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné à son pari de tenir la plus belle CAN jamais organisée dans l'histoire de la compétition avec 6 stades et 24 terrains d'entraînement et une audience estimée à plus de 2 milliards. Monsieur le directeur général de la RTI, que ce fut dur, que ce fut difficile, mais vous êtes arrivé. Vous avez commencé avec la Women's Champions League. Les Ivoiriens qui regardaient les matchs cherchaient derrière les caméras où sont les Européens, où sont ceux qui regardent, qui filment, qui regardent. Mais c'était nos gens de la RTI. Et c'est grâce à vous. Vous avez obtenu d'être radio-télévision diffuseur hôte. Vous avez envoyé vos équipes en formation auprès des chaînes qui diffusent les championnats nationaux européens pour s'imprégner. Et vous êtes venus avec du matos de dernier cri qui permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir retransmettre en direct, d'avoir une régie avec de nouveaux cas. Et vous êtes là aujourd'hui parmi nous. Je vous dis merci. Le président François Albert Michéa a par ailleurs rendu hommage au président de la République et au gouvernement, au président de la Fédération ivoirienne de football et à tous ses collaborateurs qui ont contribué au succès et à la réussite de cette CAN. Mais je voudrais, en leur nom à tous, remercier son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. C'est l'occasion pour moi, au nom du COCAN, de remercier tous nos dévanciers pour les sillons qu'ils ont ouverts, pour les chemins qu'ils ont tracés, qui nous ont permis de réaliser ce que nous avons vu durant ce mois de compétition. C'est dans une ambiance conviviale qu'a pris fin cette cérémonie de reconnaissance et de gratitude au personnel du COCAN. Et on l'a appris aujourd'hui au Tchad, c'est officiel, le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé sa candidature à la présidentielle du 6 mai prochain. Il avait pris le pouvoir en avril 2021 après la mort de son père, le maréchal Idriss Déby Itno. Notez que le dépôt des candidatures à la présidentielle est fixé du 6 au 15 mars 2024. La campagne électorale pour le premier tour aura lieu du 14 avril au 4 mai prochain. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain, dramaturge, poète et romancier, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama. Je rappelle, il vient d'intégrer l'ASCAD. Je vous salue à nouveau, Monsieur Bandama Maurice. À quoi va chez vous? Merci. Parce que vous résidez à Paris. Hein? Merci beaucoup. Alors, après la récente victoire des éléphants que vous avez célébrée, on vous a vu dans les images, dans l'enceinte de l'ambassade, avec tous les Ivoiriens d'ailleurs, vous voici intégré, voilà que vous intégrez l'ASCAD. Alors, dites-nous comment vous avez accueilli cette nouvelle depuis Paris. Je dois remercier le professeur Owu Asiepo, le président de l'Académie des sciences, arts, culture d'Afrique et des diasporas africaines qui, avec le collège des académiciens, m'ont admis dans cette grande famille de penseurs et de femmes et d'hommes de sciences et de culture. Pour moi, je ne m'attendais pas, puisqu'on ne pose pas de candidature, on ne fait pas acte de candidature à l'ASCAD. On est coopté par ses pairs. Il faut savoir que l'ASCAD comporte plusieurs domaines et le domaine des arts et cultures dont je fais partie est constitué de philosophes, d'artistes, d'écrivains, de poètes. Discrètement m'ont proposé à la succession de Bernard Dadier, puisque Bernard Dadier, le père des lettres ivoiriennes, décédé en 2019, a laissé son siège vacant. Et dans la tradition des académies, en 2019, c'est ça? Oui, il a décidé en 2019. De la tradition des académies, il a toujours proposé un autre membre pour occuper le siège laissé vacant. Donc, les membres du domaine des arts et culture m'ont proposé à l'entrée dans cette maison et le collège des 50 académiciens m'a adopté, a accepté que je rentre dans cette maison. Et donc, le président m'a écrit pour m'informer que je viens d'être admis à l'ASCAD. Et donc, j'ai fait mon entrée il y a quelques jours à l'occasion
de la célébration du 20e anniversaire de cette grande institution. D'accord. Et bonne nouvelle, donc après le sacre des Ivoiriens, autre bonne nouvelle, vous intégrez l'ASCAD, parce que n'intègre pas l'ASCAD qui peut. Sinon qui veut, mais qui peut. Oui, bien sûr, nous pensons que c'est un cénacle, c'est un cercle, puisque sur des millions que nous sommes, il n'y a que 50 membres qui siègent dans cette société savante. grande maison. Et je rends grâce à Dieu qui m'a donné des talents et je compte toujours mettre ce talent au service de mon pays, au service de l'humanité, en défendant la justice, en défendant l'amour, la fraternité, ce qui constitue la thématique de mon ouvrage, de mes œuvres. Et vos pères n'ont pas eu tort de vous désigner et de vous permettre d'intégrer cette société savante. Vous avez à votre actif plusieurs œuvres, vous avez ébloui plusieurs lecteurs, moi j'en fais partie. Nous allons regarder ce reportage de Didier Nguessan. Il a été également ébloui par vos œuvres. On regarde et on en reparle. Merci. Maurice Bandamon fait partie des 3 nouveaux membres de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. À 62 ans, l'homme de lettres et ancien ministre de la Culture est le cadet des immortels. Il occupera le siège laissé vacant par le regretté Bernard Dadier. Auteur de plusieurs œuvres littéraires, notamment son tout premier recueil, Une femme pour une médaille, paru en 1986, Maurice Bandamon enchaîne les succès et est convaincu que même au paradis, on pleure souvent et refuse de choisir entre la Bible et le fusil. En lui coule le sang de la République. D'ailleurs, il y mène une carrière d'homme politique qui, comme il aime à le signifier, ne va rien altérer à sa liberté artistique. Avec cette touche de l'ASCAD, l'actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France ajoute une autre corde à son arc, celle d'érudit. Voilà, alors le professeur Adama Coulibaly, que vous connaissez d'ailleurs, qui est professeur titulaire de littérature francophone, établit une similitude entre vous et Bernard Dadier. Alors, en occupant désormais son siège à l'ASCAD, comment comptez-vous honorer cet héritage culturel? Bernard Dadier, nous l'avons tous connu enfant depuis l'école primaire. Nous reditions les dictées qui étaient issus de ses œuvres et ce qu'on appelait à l'époque les études de texte. J'étais loin d'imaginer qu'un jour, je rencontrerais ce monument. Je l'ai rencontré, jeune écrivain, je lui ai été présenté par Paul Aïzi, qui était le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, et il m'a adopté comme son fils. Quand je deviens ministre, il m'adopte également comme son successeur et j'étais invité à sa table. Je l'appelais papa. Alors, je me souviens très bien et je pense que c'est ce jour-là qu'il a fait de moi son successeur. À l'occasion de la célébration de son centenaire, il est parti à 103 ans, souvenez-vous. Et je m'étais rendu à sa résidence pour lui expliquer comment la cérémonie se passerait. Et puis, il avait à prendre un document dans sa bibliothèque, il me demande de le suivre. Il se lève en s'appuyant à peine sur la coudoir, et je le vois marcher. Il dit, mais papa, tu marches sans canne. Il pose sa main sur mon épaule, il dit, tu es ma canne, tu es ma canne. Donc j'ai compris Comme si vous donnez cette onction. Voilà, j'ai compris que quand l'ASCAD m'informe que je suis appelé à occuper le siège de Bernard Dadier, j'ai dit, il m'avait déjà désigné à ses 100 ans comme son successeur. Et je rêve de vivre aussi longtemps que lui pour pouvoir écrire comme il a fait. Bernard Dadier a porté les lettres ivoiriennes en restant toujours digne. Bien qu'homme politique, il n'a pas renoncé à sa liberté. C'est cela qui me réjouit. Parce que j'escompte ne pas renoncer à ma liberté. Et c'est pour ça que je vais rendre hommage au président Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il est courant que les intellectuels entrant en politique soient instrumentalisés. Qu'ils soient faits, comme le dit le philosophe Gramsci, les intellectuels organiques. C'est-à-dire que des hommes et des femmes qui agissent et qui pensent pour leur parti et pour le compte d'un parti, pour la cause de ce parti. Chez moi, avec le président Alassane Ouattara, j'ai été autorisé à assumer ma liberté.
ma liberté d'écriture, ma liberté de penser, ma liberté d'agir. J'ai donc pu séparer l'action politique de militant et l'action littéraire. Donc pour vous, ça se complète ou c'est distinct? Un écrivain est un rêveur. C'est un rêveur, il rêve de liberté, il rêve de justice pour tout le monde, il rêve de bonheur. Et dans ses œuvres, comme les chanteurs, comme les peintres, comme les cinéastes, il écrit pour porter des valeurs d'amour, des valeurs de justice. Et la plupart des écrivains qui sont engagés en politique ont toujours espéré que l'action venait mettre en œuvre les pensées qu'ils ont nourries dans leurs œuvres. Donc vous êtes d'accord avec moi, vous êtes donc prêt à, poursuivre cet héritage de cet homme emblématique qu'est Bernard Dadier. Alors vous touchez des gens aussi divers que le roman, la nouvelle, l'essai, le théâtre, la poésie. On vous qualifie donc d'écrivain polygraphique. Dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire dans le choix de vos idées? Vous êtes un homme politique, vous êtes ambassadeur, vous intégrez aujourd'hui l'ASCAD, vous allez faire comme Bernard Dadier, avoir la plume libre. Vous allez continuer à être libre. C'est cela. Dans votre écriture. Mais c'est cela, bien sûr. Quels sont les sujets? Dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire dans le choix de vos sujets? Pour comprendre un peu cette liberté. C'est la société, c'est les souffrances. Vous savez, moi je suis fils de paysan. J'ai grandi au village. J'ai connu la souffrance. J'ai marché des kilomètres pour aller à l'école. J'ai connu la faim. Et j'ai connu aussi des frustrations du monde. J'étais au collège, j'étais au lycée technique d'Abidjan, je vivais à Bobo. Quand j'ai quitté le lycée technique Cocody et que j'arrivais à Bobo, on était dans le noir. Nous étudions sous la lente tempête, sous les bougies. J'étais révolté par l'injustice. Que par ça de Cocody éclairé à Bobo, dans le noir, chez mon oncle qui était chauffeur, je devais être là soumis à... J'ai connu la faim au lycée technique, j'étais un cas social. J'ai été récupéré par l'assistante sociale pour dire tu es un cas social, je te donne des tickets pour aller au restaurant. Donc j'ai connu cela. Et pour moi, je lutte pour qu'il y ait moins de souffrance. Devenu maire, j'ai milité pour que dans les écoles qui étaient de ma commune de Tabo, il y ait des cantines scolaires. Parce que j'ai connu la souffrance, la faim en tant qu'enfant. Et c'est ce que j'écris dans mes livres, en défendant les pauvres, en défendant ceux qui sont humiliés, en défendant ceux qui sont écrasés. Et je lutte toujours, tout en étant homme politique, pour que l'homme politique travaille à la promotion de la liberté, de la justice. C'est cela que Bernard Dadier a fait. C'est cela que Victor Hugo a fait. Et même en étant homme politique, président et chef d'État, Senghor et Césaire n'ont pas renoncé à la lutte. Et justement, vous avez parlé de Victor Hugo qui a dit que les vrais grands écrivains sont ceux dont la pensée occupe tous les recoins de leur style. C'est une citation c'est la pensée, c'est ce que le professeur Adama Coulibaly a relevé dans le document qui m'a consacré. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes membre de l'ASCAD qui a 20 ans. Quelle sera votre contribution de façon concrète pour marquer cette nouvelle ère? Je suis modeste. Je rejoins des devanciers qui ont une longue expérience. J'apporterai ma modeste contribution au travail de cette grande institution. Bon, vous savez, j'ai quand même mon penchant en tant qu'homme de culture, quand j'étais au ministère de la Culture, et je continue en étant ambassadeur aujourd'hui, j'ai toujours pensé que la culture rapproche les hommes. Nous avons ici en Côte d'Ivoire ce beau slogan que le ministère de la Culture développe, l'art et la culture nous rassemblent. Donc je continuerai auprès de mes aînés, puisque je suis le cadet, je suis le plus jeune de l'académie. Vous l'avez dit dans votre reportage. Le nouveau membre de la famille. Je suis le plus jeune. Le plus jeune. Donc, j'ai le triomphe modeste, puisque je rejoins des aînés et je m'inscrirai dans les lignes qu'ils auront déjà définies en leur apportant ma contribution, à savoir que l'art et la culture nous rassemblent, et je travaillerai à ce que la culture et l'art continuent de rassembler les Ivoiriens. Vous allez continuer d'écrire. Justement, vous avez tellement été impacté par le parcours, l'écriture de Bernard Dadier, qui est votre modèle d'ailleurs, et le destin a voulu que vous puissiez lui succéder à l'ASCAD. Vous avez un écrit sur lui? Oui, est-ce que vous pouvez... Je vais le faire tout à l'heure. Nous avons été admis à l'ASCAD, mais la tradition veut que quand un nouvel académicien entre
en remplacement d'un autre, il lui fasse un hommage. Bon, la SCAD va organiser une autre cérémonie ultérieurement pour que les nouveaux entrants puissent rendre hommage à ceux dont ils prennent les places. Donc j'aurai l'occasion de rendre hommage à Bernard Dadier. Mais en attendant, je vais lire un extrait de ce poème que nous avons étudié tous en étant à l'école primaire. Et en 30 secondes, vous pouvez réussir cet exercice. Ah oui, je pense que je lirai. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs. Mis sur ma tête le monde, j'ai la livrée du centaure et je porte le monde depuis le premier matin. Le blanc est une couleur de circonstance, le noir, la couleur de tous les jours, et je porte le monde depuis le premier soir. Je suis content de la forme de ma tête, faite pour porter le monde, satisfait de la forme de mon nez qui doit tumer tout le vent du monde, heureux de la forme de mes jambes prêtes à courir toutes les étapes du monde. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Bernard Belin Dadier. Merci beaucoup, Monsieur Maurice Mandama, et bravo pour votre intégration à la SCAD. Merci pour cet héritage que vous allez continuer non seulement de gérer, mais de pérenniser. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Je dis merci à la RTI et à son directeur général, M. Dembélé Fossini. Merci d'être passé. Voilà, sur les traces de Bernard Dadier à la SCAD, Maurice Kwaku Bandama, vous l'avez vu, incarne l'engagement envers notre héritage culturel ivoirien et africain. Intégré désormais dans le cercle des immortels, il poursuit sa mission d'élever notre culture. L'effort fait d'efforts, dit-on, alors que ses parcours nous inspirent. À demain 20h pour plus d'inspiration.